corruption, tout ça, ça a pris une ampleur telle que il n'y a pas aucun pays qui n'est pas impliqué dans cette corruption mondiale faite par l'oligarchie, si vous voulez. Et évidemment, dans l'oligarchie, on a des gens très riches, mais on a aussi des gens très puissants qui sont des militaires. Et puis, donc, il y a l'industrie militaire, il y a l'industrie de tout ce qui est la consommation. Et puis, il y a aussi, évidemment, la finance et tous les projets noirs, etc. Tout ça doit être, si vous voulez, sous un contrôle total. Et ce contrôle total-là, on l'appelle en général le nouvel ordre mondial. D'ailleurs, tu en fais mention plusieurs fois. Le nouvel ordre mondial, ce n'est pas une théorie du complot ou de la conspiration, c'est un fait réel qui a été énoncé par tous les premiers ministres de tous les pays, incluant les 2 derniers papes. On nous demande d'adhérer au nouvel ordre mondial, de se laisser aller, de ne pas penser, de n'avoir aucun jugement, et puis de faire confiance à ces gens-là. Et là, vous voyez le marasme et l'instabilité sociale qui grimpe, le taux de violence, de famine, de pauvreté qui grimpe. Ce ne sont pas des accidents. Toute l'histoire est orchestrée. D'ailleurs, tu t'intéresses beaucoup à l'histoire. Tu t'es intéressé beaucoup à l'histoire. Tu as commencé tu as découvert les fameux protocoles des maîtres du monde. Et puis, ça, c'est un autre livre que Ben Perret a traduit, celui-ci. Tu l'as traduit de l'anglais, n'est-ce pas? Oui, tout à fait. Oui. C'est un livre qui est pratiquement interdit dans certains pays. Quand on le lit, on comprend facilement pourquoi. Hein. C'est un livre qui a été écrit il y a plus de 100 ans et qui raconte en détail tous les maux dont la Terre est frappée depuis, y compris en ce moment, et même qui prévoit ce qui va nous arriver très prochainement. Oui. Dans l'introduction, tu parles, l'auteur présumé de la version de 1786 était Amschel Meyer Rothschild, et celui de la version de 1897, écrite en anglais, serait celle de Lionel de Rothschild, un biologiste et politicien de la branche anglaise des Rothschild. Un grand Tout à fait, oui. D'ailleurs, c'est un de tes compatriotes canadiens qui l'a découvert le premier. Et quand on suit son raisonnement, je suis entièrement d'accord avec lui. De quel compatriote? Est-ce que tu connais son nom? Tu te rappelles de son nom? Il est dans mon bouquin. Alors, okay. Attends, si je cherche un petit peu, je vais le trouver. Il s'agit de Henry Makow. D'accord. Oui. M-A-K-O-W. Oui, Makow. C'est un site assez controversé. C'est une mise à jour plusieurs informations des plus troublantes qui malheureusement n'ont jamais atteint ni les médias, ni les enquêtes, ni quoi que ce soit, excepté ceux qui consultent son site, évidemment. Il y a des les protocoles eux-mêmes sont très controversés parce que il est évident qu'au départ, on a essayé de faire croire que c'était un faux organisé par les services secrets du tsar Nicolas II. Simplement, ce qu'on oublie, c'est qu'ils ont été écrits une quinzaine d'années avant que les services du tsar éventuellement puissent écrire ce document. Ce qui montre bien que ce n'est pas le cas, c'est que si le tsar avait été tenu au courant d'un tel complot contre les royaumes d'Europe, il aurait certainement fait quelque chose contre ceux qui organisaient la révolution russe. Oui. Voilà. D'ailleurs, tu mentionnes dans ton introduction que ce livre est la version française d'un texte anglais, Protocols of the Learned Elders of Zion, qui avait initialement pour titre Le Testament de Satan, présenté au premier congrès sioniste mondial en 1897 par Theodor Herzl. Je le prononce très mal, mais merci. C'est du yiddish ou de l'allemand, comme tu veux. Oui. Herzl, c'est l'homme de cœur, si tu veux. Mais souvenez-vous, en le lisant, que les satanistes réécrivent l'histoire à leur guise pour cacher le monde. Oui, bien sûr. Ouais. Mais justement, alors ils ont ensuite essayé de faire croire que c'était un document qui avait été écrit pour nuire aux Juifs, mais en fait, c'est un document, ils n'ont pas tort, mais c'est un document qui n'a pas été écrit par des Juifs, c'est un document qui a été écrit par un Ashkénaze.
Et il ne faut pas confondre les Ashkénazes et les Juifs, parce que les Juifs ont une éthique de vie, ils ont une religion, ils ont une façon de se comporter dans la vie qui sont à l'opposé de ce que sont les comportements et les philosophies des Ashkénazes. Il y a tout un chapitre dans ce bouquin sur la différence entre les Ashkénazes et les Juifs. C'est à mon avis très instructif. Ce sera très instructif pour beaucoup. Oui, c'est un très bon livre. Et aussi, ce que j'ai aimé dans ta traduction, c'est que tu l'as rendu populaire. Très facile à comprendre. Alors que lorsqu'on lit le livre des sages, c'est assez, si vous voulez, comment je pourrais dire, cartésien et même très dans un langage qui n'est pas nécessairement clair. Il faut le relire et puis voilà, c'est comme presque un document de loi. Donc, t'en as fait une traduction vraiment bien. Alors, on sent que le document original est un texte d'intellectuel. C'est un texte aussi dans lequel l'auteur se fait plaisir et il a des phrases ronflantes, des phrases d'une dizaine de lignes parfois. Donc j'ai essayé de rendre le texte digestible. Oui, c'est très bien digestible en effet. Parce que déjà c'est un livre qui est un peu troublant, mais la façon que tu l'as écrit, c'est comme le livre de recettes, si tu veux, de n'importe quel dictateur mondial. Je veux dire, c'est un peu dans le style de Machiavel, le prince. C'est bien plus fort que Machiavel. Oui, c'est plus fort, mais c'est un livre de recettes de comment dominer le monde ou comment... Ah oui, tout à fait. Mais ce que je trouve de triste là-dedans, c'est que justement, dans ces mêmes protocoles-là, on nous prépare pour le grand monarque, parce que c'est écrit même. Tu disais tout à l'heure, tu parlais d'histoire. Alors je voudrais donner un point d'histoire qui est sans doute le moment qui a été la bascule et la prise en main du monde par ce que je considère comme des salopards. Il n'y a pas d'autre terme que ça quand on étudie tout ce qu'ils ont fait. Ça a été d'ailleurs l'objet d'un autre livre que j'ai fait paraître très récemment, qui s'appelle Le Grand Procès des banques. Là-dedans, dans Le Grand Procès des banques, vous trouverez toutes les saloperies que ces salopards ont pu organiser depuis 200 ans. Bon, bref, c'est une parenthèse. Je voulais seulement dire que l'une des pièces fondamentales du puzzle qui a donné naissance à tous ces événements extraordinaires qui perturbent le monde depuis 200 ans, eh bien, c'est le fondateur de la dynastie Rothschild qui l'a dit. Alors, je cite de tête, mais il a dit donnez-moi le pouvoir d'émettre la monnaie d'un pays et je ne craindrai pas celui qui fait ses lois. Eh bien, si vous réfléchissez bien et si vous voyez ce qui se passe, c'est exactement ce qui se passe aujourd'hui. Aujourd'hui, vous avez 56 pays dont les banques centrales ont été privées d'émettre la monnaie nationale au profit de la banque centrale des Rothschild, qui est The Bank for International Settlement, oui, c'est-à-dire la BIS, la Banque des règlements internationaux, qui est à Bâle, en Suisse. Cette banque joue le rôle de banque centrale et dirige complètement les 56 banques centrales des 56 pays qui ont abdiqué leur souveraineté monétaire et financière. Et quand vous comprenez ça, vous savez comment est partitionné le monde. Il y a ceux qui marchent dans la combine, ce sont ces 56 pays, et ce sont ceux qui nous racontent n'importe quoi sur n'importe quel événement, qui nous parlent toujours de la terreur dans le monde, qui est en fait organisée par la CIA elle-même, qui n'est pas du tout une terreur islamique. D'ailleurs, j'écoutais aujourd'hui à la radio quelqu'un qui a précisé que en Europe, l'année dernière, sur 100 attentats qu'il y a eu, des attentats importants, 3 seulement étaient dus. C'est en train de faire un autre 11 septembre à Oslo, en Norvège. D'ailleurs, les dossiers commencent à sortir et puis on pourra suivre ça sur Presse Libre Internationale. Et je ne veux pas qu'on se tire là-dedans, mais c'est la même chose quand tu parles du complot des banques. Évidemment, on a un grand témoin de ça. C'est la Grèce. Oui, bien sûr. Alors, avant de ça, je voudrais quand même préciser que
pour l'auditeur moyen, je pense qu'il ne voit pas la différence fondamentale qu'il y a entre un pays qui émet sa propre monnaie et un pays qui est dépendant des banques internationales pour émettre sa monnaie. Eh bien, la différence est fondamentale. Le pays qui émet sa propre monnaie, il dispose de fonds illimités pour entreprendre tout ce qu'il souhaite entreprendre. Développer toute forme d'industrie, toute forme de projets sociaux, toute forme d'assistance à d'autres pays dans le monde. Alors que le pays qui est otage des banques, du cartel des banques, celui-là, il est toujours obligé de demander la permission pour pouvoir émettre les quelques milliards dont il a besoin pour faire quoi que ce soit. Et le plus comique, d'ailleurs, c'est de constater que, par exemple, quand les banques nous font croire qu'il y a des problèmes de stabilité, que peut-être elles vont faillir et que ça va causer un énorme problème au niveau mondial, je vous signale que les Sarkozy, Obama et compagnie ne disposent absolument pas des fonds pour venir à leur secours, mais sont obligés de les emprunter aux autres banques, à celles des Rothschild, Rockefeller et compagnie, pour pouvoir venir au secours des banques. On est en plein ubu et il faut vraiment que les gens voient ça. C'est pas possible de continuer à vivre comme ça. D'ailleurs, des gens comme le président Ford avaient dit si les Américains savaient comment ils gouvernaient leur monnaie, ils descendraient dans la rue et ils nous lyncheraient. Absolument. De toute façon, on est en train justement de créer un chaos social terrible parce que je ne crois pas que les gens vont renflouer les banques une deuxième fois. Tout cet argent-là, les 156 milliards, je crois qu'on a redonné à la Grèce, c'est pour la BIS, c'est pour la BCE, la Banque centrale d'Europe, c'est pour payer les intérêts, les dettes, et ce qui fait que là, maintenant, la Grèce n'est plus rentable, donc son taux d'intérêt a grimpé, je crois que c'est dans les 20%, ça n'a aucun sens, jamais à 8%, on peut même pas repayer une dette. Je vais te dire, c'est encore pire que ça. Ils veulent privatiser tout. Le FMI, entre autres, qui prête à la Grèce et les autres, force la Grèce, contractuellement, à vendre son patrimoine pour pouvoir lui prêter de l'argent. Alors, à quoi ça rime? Ça revient à dire à quelqu'un, je vais te prêter beaucoup d'argent, mais je te retire ton salaire, comme ça tu rembourseras mieux. Ou, encore mieux, c'est comme, je te donne ton salaire, mais ta maison, ta voiture, tout ça va m'appartenir. Et voilà, et tu iras travailler à pied peut-être et on te donnera la moitié de ton salaire. Ça fait longtemps qu'on veut privatiser, qu'on veut s'accaparer de plusieurs îles. Et vous savez que lorsque vous possédez une île, vous pouvez avoir des banques offshore, vous pouvez faire ce que vous voulez, vous devenez le gouverneur de l'île. D'ailleurs, il y en a quelques-unes de ces îles qui existent. Il y en a une entre la France et l'Angleterre et puis tout ça. Donc, pour vous dire que on veut reposséder la Grèce pour 226 milliards. Donc, alors, quand on voit toutes les saloperies qui sont faites aux populations européennes, entre autres, mais du monde, c'est-à-dire diminution des salaires, augmentation du temps de travail, rallongement du départ à la retraite, diminution des retraites, etc. Coupure dans les sociaux. Et privatisation d'une partie de la partie productive, en fait.